dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, nous permet de faire le point sur l'actualité de l'industrie ETF à travers l'Observatoire ETF de Yomoni et le directeur des investissements de Yomoni que nous retrouvons à mes côtés, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là et de venir partager avec nous effectivement ces éléments d'analyse de l'industrie ETF à travers les flux de collecte, à travers les nouveaux produits également qui ont pu être émis au cours du mois passé. Vous êtes venu avec une petite étude également. Alors, il y en avait déjà une le mois dernier. Oui, là, il y en a... Hein oui, c'est bien, mais c'est toujours intéressant, les études. C'est toujours auprès des Français. Et là, plus spécifiquement sur quoi, la question de la retraite. C'est ça. En fait, on rentre évidemment. Les Français sont inquiets pour leur retraite. Exactement. Donc, il y a une logique aussi avec le côté imposition, parce qu'on rentre dans la période du PER et dans la période où on cherche comment éviter de payer trop d'impôts. Et c'est vrai qu'avec le PER notamment, on peut sortir de ses revenus imposables et épargner pour sa retraite. Et donc on s'est dit, on va interroger les Français sur la retraite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour 84% des Français, l'espérance et l'allongement de l'espérance de vie pose un problème pour le financement de la retraite. Donc on voit qu'ils ont bien cerné, que ça y est, ça se diffuse complètement et que tout le monde en a conscience. Et plus de 56% des Français ne font pas confiance dans les systèmes actuels pour arriver à avoir une retraite convenable. Donc on voit bien que le problème est bien posé. Et 58% des Français craignent justement de ne pas avoir suffisamment de revenus ou d'épargne pour arriver à financer entre 20 et 30 ans de retraite, puisque grâce à l'allongement de l'espérance de vie, c'est effectivement ce qu'on peut espérer. Et il y a plus d'un Français sur deux, 51% pour être précis, qui en plus se considèrent comme étant pas aujourd'hui, s'étant pas vraiment occupés de leur retraite. Pas du tout, hein, parce que en fait, je me disais, est-ce qu'il y a 49% des Français qui pensent être bien préparés pour leur retraite ? 51 savent pas du tout. C'est ça. Ils sont en retard, il faut qu'ils s'en occupent. Voilà. Et donc, on a trouvé ça intéressant, parce qu'on voit bien quand même que là, pour le coup, maintenant, les Français se rendent compte effectivement qu'il va y avoir potentiellement un problème et qu'il faut s'en occuper personnellement. Et il y en a toujours un Français sur deux qui s'y est pas vraiment mis. Et donc voilà, effectivement, le PER est un des moyens, et c'est pas le seul, mais un des moyens. J'appelle ça la retraite par capitalisation qui dit pas son nom, quoi. C'est un peu le. Ça, et ça vient en complément, et ça vient rajouter. C'est aussi un moyen de diversifier ses sources de revenus pour quand on sera en retraite. Et le PER accepte les ETF. Exactement, et donc on peut faire des PER uniquement en ETF aussi. Votre serviteur est bien placé pour le savoir. On va mettre l'exemple. Mais voilà. Bon, justement, parlons des ETF et de ce mois d'octobre dont vous faites le bilan avec nous aujourd'hui, qui a été le meilleur mois de l'année pour l'instant, c'est ça en termes de collecte, Olivier ? C'est ça, on est à 27,7 milliards d'euros de collecte globalement sur l'ETF, et donc le mois dernier, on n'avait pas exactement dépassé encore la collecte sur tout 2023, et ça y est, donc 190 milliards d'euros environ de collecte depuis le début de l'année, à ramener à 167 milliards en 2023. Et donc voilà, le meilleur mois de cette année était 27,5, donc on a dépassé, effectivement, c'était le mois de mai, meilleur mois de l'année, le mois d'octobre. Le mois d'octobre est toujours un bon mois, souvent un bon mois, c'est un mois qui a tendance à être plutôt bon, mais là, on a battu le record de l'année, donc c'est une très très forte collecte. Bon, avec toujours une domination des actions, c'est ça, dans les flux de collecte. Tout à fait, 21,7 milliards de collecte sur les ETF. Là, il faut revenir à janvier 2022 pour avoir un mois aussi fort sur la collecte ETF actions. On avait eu 22 milliards, donc on est pratiquement au même niveau. Donc c'est vraiment un très très bon mois de collecte sur les ETF actions globalement. Les ETF obligataires, donc pratiquement 4,3 milliards, donc sont en retrait même par rapport au mois dernier, mais continuent quand même à collecter. Et toutes les classes d'actifs collectent. Les matières premières aussi, légèrement, sont 46 millions, c'est vraiment très faible. Si on fait un petit point juste sur les matières premières, je sais que l'or, toujours, est un sujet qui vous intéresse, Grégoire. L'or décollecte. Enfin, qui intéresse les marchés. Parce que c'est peut-être un des actifs stars de cette année 2024. Parce qu'il y a plus de 30% de performance depuis le début de l'année, et c'est vraiment pas du côté ETF. Là, on a encore décollecté au mois d'octobre environ 600 millions. L'argent, par contre, collecte un peu plus, 500 millions. Et on voit aussi des flux sur le pétrole. Je trouve ça intéressant parce que le pétrole, c'est très volatile en fonction notamment de la situation politique. Et le pétrole a légèrement collecté 270 millions. Donc, toutes les classes d'actifs sont positives sur le marché. Mais c'est pas l'industrie ETF qui expliquera l'envolée de 30% de l'once d'or cette année. Sur les actions, alors, mois d'octobre, il y avait quand même à partir de mi-octobre la montée en puissance des Trump Trades. Donc, on verra évidemment ce qui ressort du mois de novembre. Ce sera particulièrement intéressant de suivre l'observatoire ETF du mois de novembre. Mais dans la classe d'actifs actions, où sont allés les intérêts au mois d'octobre ? Exactement comme le mois de septembre. Donc, alors, on a de toute façon une grande tendance sur les grosses capitalisations et les grosses capitalisations américaines. Ça, on le voit tout le temps. Mais ce qui était pas étonnant, mais ce qui revenait sur le mois de septembre, c'était un retour sur les grosses capitalisations européennes.
ce qui n'est pas pour nous déplaire, mais ce qui est vrai qu'il est un petit peu contre l'ambiance de marché global sur les actions européennes et sur l'émergent. Et ces deux donc actions européennes et émergents ont continué sur le mois d'octobre à fortement collecter globalement sur le marché des ETF. En termes de décollecte, c'est les grosses capitalisations japonaises, surtout, qu'on décollecté. Et ensuite, c'est vraiment du spécifique géographique. L'Allemagne, le Brésil, la Suède aussi, sur l'indice OMX en particulier. Et le secteur de la santé. Et les grandes capitalisations dans la croissance, aussi sur le secteur de la croissance, qu'on décollecté globalement sur les actions. Les intérêts du marché obligataire à travers les ETF, qu'est-ce qu'on peut en dire pour toujours les obligations monde plutôt couvertes, plutôt couvertes en change. Le souverain européen, y compris sur les maturités courtes, et l'investment grade européen. Et ce qui a plutôt décollecté, c'est le côté américain, le côté US, le souverain US. Et au niveau de l'Europe, c'est les entreprises européennes vraiment sur du court terme qu'on a décollecté. Mais il y a une méfiance un petit peu sur le côté obligataire US sur octobre, ce qui va un peu avec les trend trades dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai hâte de voir le bilan du mois de novembre. Effectivement, alors je repense aux actions. Le grand gagnant de la semaine des trend trades, c'est le Russell 2000. C'est les plus petites capitalisations, enfin pas les plus petites, mais les moins en dessous des large caps américaines. Oui, on parle de parfois plusieurs dizaines de milliards, bien sûr, pour les small cap américaines. Le facteur ESG, qui n'aura pas été un facteur brillantissime, on va dire, pour 2024. Non, donc ça revient un petit peu, mais en termes de collecte, mais par rapport à l'ensemble de la collecte du mois, ça fait que 13,5% des flux globalement, avec 17% uniquement en actions. Côté obligataire, c'est 44%, donc c'est plutôt mieux. Il faut avoir en tête qu'au niveau des actifs, c'est 21%, entre 21 et 22%. Donc on voit que côté action, on continue à perdre des parts de marché vraiment sur l'ESG. Côté obligataire, c'est 2 fois plus que les parts de marché. Donc ça se tient bien, mais globalement, ça reste vraiment très très timide en termes de collecte, vraiment spécifiquement sur l'ESG. Qu'est-ce qu'on peut dire alors, des émetteurs à travers, peut-être en général, et puis effectivement le focus sur le prisme ESG pour les émetteurs. Est-ce que c'est positif ou est-ce que ça l'est pas forcément? Alors en fait, si on regarde le général, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que BlackRock est encore leader, suivi par DWS et Amundi. Donc on sait, surtout sur cette année, globalement Deutsche Bank et DWS fait légèrement mieux qu'Amundi, alors qu'en termes de part de marché, c'est Amundi qui est deuxième en termes de volume. Mais ça, on a à peu près la photo qui est à peu près toujours identique. Et c'est pour ça aussi qu'on regarde les flux ESG, parce que là, ça bouge plus d'un mois sur l'autre. D'accord. Et sur le mois de novembre, c'est UBS qui a été premier sur le mois et qui a fait un très bon poids de collecte vraiment sur l'ESG. Donc c'est les premiers sur le mois de novembre. Ils sont 14e sur toute l'année. Donc on voit à quel point ça peut être volatile. La valeur sûre, j'ai envie de dire, sur la collecte ESG, c'est toujours JP Morgan, là, qui arrive deuxième et qui est premier depuis le début de l'année. Et suivi ensuite par Amundi, DWS et BNP. On sait que BNP, en termes d'ETF, notamment en France, se spécialise vraiment sur tout le côté ISR. Ouais. Et ils sont du coup plutôt bien. Mais c'est un facteur vendeur. Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand on regarde émetteur par émetteur, ce qu'on voit, c'est que les émetteurs qui décollectent, en fait, le volume de décollecte est relativement faible. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où il n'y a plus vraiment de rachat, ou en tout cas beaucoup moins de rachats qu'on a pu connaître sur le ESG. Il n'y a pas vraiment de retour ou de gros retour en termes de volume. On l'a vu, 17%, c'est relativement faible. Ouais. Mais néanmoins, on a l'impression, alors, un point ne fait pas une tendance, mais on a l'impression qu'on est arrivé peut-être au bout du bout en termes de plancher. Exactement, plancher. Et donc, on verra si ça revient, mais c'est plutôt... Voilà, derrière le chiffre qui est relativement faible, on voit quand même peut-être une inversion de tendance, une flexion sur le ESG. Bon, un mois qui a été très dynamique sur le plan du lancement des nouveaux produits. C'est ça aussi. Oui, on a lancé. Alors déjà, le mois d'août était relativement faible. Septembre était revenu avec une vingtaine de lancements de nouveaux produits. Là, on a 30 ETF lancés. Donc, c'est un mois très dynamique. 22 actions, 8 obligataires. Donc, là aussi 13 actions. Moi, j'aime bien regarder aussi le lancement sur l'ESG, parce qu'on sait que même quand les volumes ont baissé, les émetteurs ont continué à lancer. Donc, ce mois-ci, 7. Donc, c'est plutôt une moyenne basse, mais on continue à lancer des ETF ESG, prenant en compte des composantes extra-financières. Donc, les émetteurs continuent de penser qu'il y aura un intérêt sur du long terme. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que sur les ETF actions, donc sur les 22 ETF actions, 8 sont spécifiquement thématiques. Et donc, on voit aussi que cette vague a cet intérêt thématique. Intersection ETF thématique, ça marche très bien, ça. Exactement. Si on veut regarder un petit peu sur des émetteurs particuliers, on parlait thématique. Invesco a lancé 3 thématiques relativement à la mode. Ils ont lancé une thématique, donc IA, donc intelligence artificielle, cybersécurité et la défense, avec une spécialisation
spécialisation sur les entreprises innovantes en termes d'armement. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le contexte actuel, c'est Franklin Templeton qui a sorti 2 ETF émergents. Donc ça, c'est relativement classique. Un ETF classique et avec un indice classique et un hors Chine. Donc on sait que quelques émetteurs commencent de plus en plus à proposer d'investir sur les émergents hors Chine, dans le cas spécifiquement chinois. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant. Et puis Fidelity a sorti 2 ETF obligataires high yield qui sont en lien avec les accords de Paris et donc qui prennent en compte justement le côté ESG extra-financier. Donc ça aussi, c'est plutôt... Comment est-ce que vous avez pu piloter les différents profils d'épargnants là, que vous gérez, que vous supervisez chez Yomoni au cours de ce mois d'octobre et puis jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, Olivier? Donc septembre, on avait été plutôt défensif. Octobre, on était revenu à la neutralité. On avait du coup pris 2 paris sur globalement le Japon, un petit pari sur le Japon et sur les actions émergentes, en se disant c'est un moyen aussi de jouer la Chine et on pense qu'effectivement ils vont relancer un peu plus et qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Pour l'instant, on est un petit peu déçus sur ce côté-là. Et on espérait que cette semaine, il y ait plus de décisions, notamment avec la réunion de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Vraiment une grosse annonce. On est toujours positionné un peu sur le secteur de la santé pour venir aussi protéger les portefeuilles au cas où. Donc ça, c'est un pari qui n'est pas gagnant parce qu'effectivement, c'est toujours très, très risqué. On n'a pas changé avant les élections américaines. Donc on est toujours aussi surpondéré US avec le côté equally weighted. Oui, c'est ça. Marché avec Trump. On se diversifie quand même au sein des actions US. On limite le niveau de concentration. Quand même. Exactement. On commence, parce qu'on avait vu quand même au mois d'août que la dynamique changeait un petit peu et que le marché commençait à se dire ça va être intéressant, mais on paye quand même très très cher en termes d'investissement. Donc à quel moment on va avoir vraiment un retour sur ces investissements-là et donc ça a bien marché effectivement avec Trump, puisque vous le disiez, les petites capitalisations. Enfin, évidemment, le programme de Trump, banques, s'il baisse, les small caps, c'est ça qui a payé le plus. S'il baisse vraiment toutes les taxes, et là, il a l'air d'avoir complètement les mains libres pour pouvoir le faire. On sait que c'est les petites et moyennes entreprises qui vont plus le bénéficier. En tout cas, c'est ce qu'avait montré l'histoire. Et notamment, on avait mis un peu de Russell 2000 dans notre PEA. Et ça, c'est plutôt bon. C'était plutôt bien vu. Donc voilà, on est resté on ne s'est pas inquiété avant les élections, on est resté exposé de cette manière-là, donc on traverse de manière relativement résiliente. Et on surveille, moi ce que je surveille beaucoup, ce qui m'a surpris, c'est sur les taux. Les taux US, le taux 10 ans a monté fortement suite à Trump, et ce qui m'a surpris, c'est que le CMS 10 ans, lui, par contre, a baissé légèrement. Et donc ça revient un peu, les taux rebaissent un petit peu, le taux long rebaisse un peu, mais je suis ça avec attention, parce que je me demande si on ne commence pas à voir vraiment le côté, donc inflation côté US, et puis récession potentiellement de plus en plus importante côté Europe, avec un espoir peut-être que les banques centrales fassent ce grand écart. On sait que ça va être compliqué pour la BCE, mais stabiliser la situation américaine, c'est moins de baisse de taux pour la Fed. Stabiliser la situation européenne, c'est plus de baisse de taux pour la BCE. Exactement. Et donc un point d'attention, à mon avis, intéressant. Comment le marché va continuer à évoluer. Merci beaucoup Olivier. Merci Olivier Malteste qui vient nous voir une fois par mois avec tous ces éléments d'analyse de l'industrie ETF et cet observatoire ETF réalisé par Yomoni. Le directeur des investissements de Yomoni était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.